Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Hello Séverine, bienvenue au micro du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Merci d'être là. Coucou Emma, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, aujourd'hui, je suis formatrice indépendante, donc je suis agréée, j'ai un organisme de formation pour les professionnels, essentiellement pour les professionnels de l'enfance et de la parentalité. Après, j'interviens ponctuellement des fois sur d'autres formations quand on est sur des sujets transversaux comme la communication, etc. Mais depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à la création de contenu. Je tiens un blog, etc. Et j'aimerais à terme soit avoir un équilibre un peu parfait entre les deux, ou soit même complètement basculer dans la création de contenu pour aussi avoir une totale liberté encore plus large, notamment par rapport à ma vie de famille, etc. Trop bien, donc tu es un peu aussi en questionnement, transition, donc ça va pouvoir aussi permettre aux personnes qui nous écoutent de voir que quand on se reconvertit, c'est pas une fin en soi et que ça peut encore bouger après et tout le temps en fait. Donc trop chouette, tu vas pouvoir nous partager tout ça. Avant de devenir formatrice indépendante et tout ce que tu envisages comme autre projet, qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler avec des enfants et depuis que je suis petite, je voulais être éducatrice. Mais vraiment, c'était mon projet de vie. Ce que je suis devenue, j'ai commencé par faire de l'animation, j'ai fait mes études, donc je fais de la sociologie. Après, j'ai été formée à l'éducation, à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, donc j'étais Ok. éducatrice pendant 12 ans à la PJJ. Ensuite, j'ai fait un détachement à l'aide sociale à l'enfance, donc pendant 2 ans. C'était vraiment ma vocation. Enfin, j'étais fonctionnaire et à Mhm. aucun moment, il y a 20 ans, quand je me suis lancée dans l'aventure, à aucun moment j'aurais pensé être indépendante un jour. Donc moi, vraiment, ce qui m'a toujours motivée, c'est l'éducation, la pédagogie, etc. Donc, premier choix de carrière qui est quand même très en lien avec des aspirations que tu avais, comme tu le dis, une vocation. C'est ton choix, du coup, d'aller vers cette première carrière-là. Mais complètement, et je me souviens, c'était en classe de 5e, j'étais tombée sur une fiche ONICEP de présentation du métier d'éducateur PJJ. Je voulais déjà être éducatrice, et en fait, j'ai lu cette fiche, je m'en souviens, c'était au CDI. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça que je veux faire. Et je l'ai fait, et j'ai adoré ce métier, et je suis pas partie parce que j'aimais plus le métier. Je Mhm. suis partie parce que ensuite je suis devenue maman, donc j'ai fait un détachement pour me rapprocher de mon domicile, parce que je travaillais à plus d'une heure de chez moi. Ouais. Il n'y avait pas plus près en fait. Hein. Donc je fais un détachement de l'aide sociale à l'enfance, donc une autre culture professionnelle très intéressante, mais mes premiers amours, c'était quand même la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis je suis devenue maman et ça a été un peu un tsunami dans ma vie, dans tous les sens du terme. Hein. Mhm. T'imagines? Et ça a provoqué un déclic chez moi, une espèce d'envie de liberté. En fait, moi, au début, quand j'étais maman, j'ai travaillé, j'étais éducatrice, et j'avais mon fils qui était souvent malade, comme beaucoup de bébés, hein, mais c'était terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les jours où il était malade, j'en étais à culpabiliser, mais vraiment culpabiliser de ne pas pouvoir travailler. Parce que Mhm. qui dit pas pouvoir travailler, sans, là, je vais pas m'étaler sur les conditions de travail à l'aide sociale à l'enfance, mais voilà, il y a beaucoup de travail par agent, il y a beaucoup de travail. Et donc, une personne absente, c'est forcément plus de travail pour les autres présentes. Et donc, j'avais Ouais. une forte culpabilité pour les collègues. Je pouvais avoir les larmes aux yeux certains matins en me disant oh là là, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas sérieux. Alors que garder son enfant malade, si, c'est extrêmement sérieux. Mais j'en étais un petit peu arrivée là, à me rendre compte que finalement, ce que je voulais donner à mon enfant comme éducation, c'était presque pas trop compatible avec le salariat. Alors j'étais fonctionnaire, mais en tout cas, ça s'apparentait du salariat, quoi qu'il arrive, de toute Ouais, façon. bien sûr. Et En tout cas, avec ce rythme de travail-là que tu avais. exactement. Alors, pour autant, je dis pas que c'est pas possible. Mhm. J'avais plein de collègues qui avaient des enfants qui étaient très bien, très bien élevés, qui avaient leurs parents étaient très disponibles pour eux. Mais moi, en fait, dans ma perception des choses, je me sentais pas plus à ma place, en fait. Je Mhm. commençais à perdre du sens dans mon travail. J'avais vraiment envie de réorganiser mon temps de travail et j'avais envie de liberté. Vraiment beaucoup plus. Si mon enfant est malade, j'avais pas envie de me justifier, j'avais pas envie
d'expliquer, etc. Alors que, bah, évidemment, on rendait compte hein, quand on travaille, donc ce Bien qui est sûr. logique. Et donc, j'ai vraiment eu un switch comme ça. Et je me souviens du déclic. J'étais en congé maternité et j'ai mon chef de service qui m'appelle pour me dire, voilà, ben, je vais partir. Je voulais t'en informer parce que quand tu vas revenir, toi, de ton congé maternité, moi, je serai plus là. Et en Ouais. fait, j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien en plus. Et je me suis dit, ah, mais je vais revenir, enfin, je vais revenir avec une nouvelle personne que je connais pas. Je sais pas, j'avais plus envie de m'adapter de nouveau encore à des conditions qui seraient. En plus, j'avais de bonnes conditions de travail, hein, vraiment. Enfin, j'avais pas de conflit au travail, etc. C'est pas mon lieu de travail qui m'a fait partir. C'est vraiment ma Mmh. transformation à moi, en fait. Ouais, c'est tes besoins ont évolué, tes envies aussi et comme tu le dis, c'est, un vrai, chamboulement, ce changement de vie personnelle et du coup, ben, ça impacte aussi sur, les choix, professionnels derrière parce qu'il y a plus, que toi à prendre en compte. Complètement. Et, ouais. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait une formation de naturopathe aussi. Parce que du coup, dans ma OK. pratique d'éducatrice, j'avais fait une formation de naturopathe complète qui venait bien servir une approche complètement intégrative en plus de ce que je proposais dans Et mon ça, c'était travail. quelque chose que tu avais choisi toi, que tu faisais à côté ou c'était, dans le cadre de ton poste où, tu avais eu cette formation en plus? En fait, je m'étais formée en 2020 pendant le Covid. OK. Voilà, on était à la maison, etc. Moi, j'avais eu un événement médical perso qui m'avait fait encore plus rester à la maison. Et donc, du coup, j'avais beaucoup réfléchi à ce moment-là à ma pratique éducative, mais je voulais toujours être éducatrice à ce moment-là. Et je me suis dit, ah bah voilà, peut-être que si j'avais une autre approche aussi au niveau santé, etc., ça pourrait venir compléter le côté éducatif, social, etc. Et effectivement, c'est complètement venu servir ma pratique éducative. Et donc, quand je me suis dit, je veux plus travailler pour quelqu'un ou pour l'État en l'occurrence, enfin, je travaillais pas pour l'État, mais j'avais plus envie d'avoir de contraintes, clairement. Mmh. Pas de contraintes en tant que salarié, parce que des contraintes, on en a quand on est entrepreneur, Bien sûr. mais en tout cas, j'avais plus envie de me justifier. Enfin, vraiment, ça fait vraiment très adolescent comme comportement, mais j'avais plus envie de rendre des comptes. Voilà, Mmh. c'était ça Je comprends. le truc. Et donc je me suis dit, bon bah ok, j'ai ça en poche, et je me suis installée en cabinet en libéral en fait, en tant que naturopathe éducatrice. J'ai Donc fait c'est ça arrivé pendant. assez naturellement finalement, cette, transition. Donc quand tu te dis, «Je veux plus être éducatrice», pour parler un peu plus en détail de ce qui se passe dans ta tête et de comment tu fais les choses, comment tu passes de, «OK, ça me convient pas le rythme que j'ai maintenant, mais j'aime toujours mon métier et j'ai un bagage en plus naturopathe». Comment tu passes de «Je suis fonctionnaire» à «Je vais ouvrir mon cabinet libéral»? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu es entourée aussi autour de toi ou est-ce que tu fais les choses seule? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail? Alors en fait, septembre 2021, mon fils naît, et donc l'appel de mon chef de service, ça devait être novembre, voilà. Et moi, je reprenais en janvier parce que j'avais mis mes congés, etc. Et à ce moment-là, je lui dis, enfin voilà, je dis à mon conjoint. Enfin, même je me souviens, enfin vraiment, j'étais dans l'émotion, quoi. C'était vraiment pour moi que je remettais tout en question, en fait. Mmh. Moi, je me voyais être fonctionnaire toute ma vie. Alors, pas pour les avantages de fonctionnaire, mais parce que j'aimais ça, en fait. Je trouve ce Ouais. statut de rendre service. Voilà, en plus, moi, j'étais fière, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le côté c'est l'État qui soutient les femmes, enfin, les enfants, les jeunes, les familles, vraiment, c'est quelque chose qui me rendait fière aussi. Et c'était pas si simple au début de tout envoyer valser, bien sûr, parce que quand on est fonctionnaire, par exemple, on ne peut pas avoir une autre activité à côté. Et il faut des autorisations, on ne peut pas le faire à 100% comme on veut, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu des rendez-vous avec les ressources humaines. En tout cas, l'idée, j'avais appelé tout de suite la directrice hein, de mon service parce que je voulais pas, en fait, encore la culpabilité. Il n'était pas question pour moi de partir du jour au lendemain parce que ça impliquait que derrière, il y avait des familles et des enfants qui avaient plus de prise en charge. Enfin, qui avaient plus de prise en charge. Bien sûr, les collègues auraient pris le relais, mais sur des urgences. Et on sait que Mmh. des familles qui restent plusieurs semaines, plusieurs mois sans suivi, sans travail, on sait que ça fait des dégâts assez considérables. Donc, il n'était pas question pour moi de partir du jour au lendemain. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pu quand même ouvrir mon auto-entreprise. J'ai une autorisation pour avoir, alors je crois que j'avais un 75%. Je pouvais me OK. dégager une journée, je crois, par semaine pour mon entreprise. Et puis après, il y avait des délais, c'est-à-dire que j'avais plusieurs options. Soit je démissionnais, soit je faisais pas un détachement, mais soit je faisais une disponibilité, etc. Il y a plusieurs options.
Et puis, Donc, tu as été quand même bien accompagné d'un point de vue admin pour gérer justement cette transition. pas trop, non. Non, non. Bah, en tout cas, le rendez-vous RH, oui. Ouais. On m'a donné en tout cas les conditions, mais non, la transition, je l'ai vraiment faite toute seule. Et puis, je me suis même pas appuyée sur ma famille et mes amis parce que moi, j'ai pas, dans mon entourage, en fait, j'ai pas d'exemple comme le mien d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui faisait un peu peur à tout le monde aussi. J'ai été soutenue par mon entourage, mais pas au sens vas-y, quoi. Mhm. C'est-à-dire que franchement, personne n'a essayé de me dissuader, mais tout le monde a flippé, clairement. Et Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, pour revenir un petit peu en arrière, tu disais que du coup, toi, tu n'avais jamais imaginé te mettre à ton compte, être indépendante, que le statut de fonctionnaire, il t'allait bien. Donc, comment là, tu découvres potentiellement ce statut dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui se passe pour te dire, OK, c'est vers ça que je vais. Donc, tu m'as évidemment parlé du fait que tu voulais plus rendre de compte. Donc, bah, évidemment, en se mettant à son compte, on se rend des comptes à soi-même. Donc, c'est un peu ça venait répondre à ce premier besoin-là. Mais comment tu découvres ce statut-là? Et tu te dis, c'est pour alors, moi. déjà, pour resituer, moi, il y a 20 ans, c'était pas du tout, l'entrepreneuriat n'était pas aussi démocratisé et encore moins chez les femmes. On va pas se mentir, c'est parce qu'on est en 2025 que l'égalité est parfaite entre les hommes et les femmes. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi à l'image de toute la société, je trouve. Il Mhm. y a 20 ans, les entrepreneurs, c'était des hommes en costume, quoi. Enfin, j'exagère à peine, vraiment, Ouais, ouais, j'exagère à peine. je Et vois. du coup, enfin, pour être entrepreneur, c'était des grosses entreprises, c'était un cercle un peu fermé, voire même, je pense, alors j'ai pas de statistiques là en tête, mais je pense que c'était beaucoup de l'héritage, de la transmission aussi. Aujourd'hui, tout le monde peut se lancer. Donc ça a aussi été un gros changement. Pour moi, je pense que s'il y a 20 ans, j'ai pas pensé à l'entrepreneuriat, c'est aussi parce que bah, en fait, c'était pas vraiment commun et Pas que aussi démocratisé qu'aujourd'hui, quoi. bien sûr, et que du coup, pour faire des choix, il faut les connaître, ces choix. Donc Ouais. voilà, je pense qu'il y avait de ça, mais j'avais quand même une forte vocation, de toute façon. Mais je l'aurais peut-être fait autrement. Voilà, peut-être que je pense. Enfin, des fois, je me dis, parce que moi j'ai 40 ans, des fois, je me dis, si j'avais 20 ans maintenant, ma carrière serait peut-être différente. Mais je regrette absolument rien du tout. Mais peut-être que je ferais ce que j'aimais à l'époque, mais d'une autre manière, j'en sais rien. Donc voilà, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Après, bah, de toute façon, moi, je voulais vraiment plus retourner sur le salariat, etc. Donc, au début, c'était un peu par défaut l'entreprise parce qu'il me Mm. fallait une entreprise pour ouvrir un cabinet en libéral. Après, j'ai eu pas mal de charges et puis au début, c'est toujours un peu compliqué. Et à un moment donné, j'ai fait le choix aussi de me dire, bon, j'ai quasiment autant de charges que de rentrée de salaire. Et pour autant, il fallait quand même que je laisse mon fils à la crèche. Il fallait quand même que bah, quand il était malade, j'annule les rendez-vous, etc. Donc, je m'y retrouvais pas comme je voulais en fait. Cette organisation de cabinet en libéral finalement me demandait aussi beaucoup de temps. Et alors, j'ai pas de souci avec le fait de travailler beaucoup. De toute façon, on n'a pas le choix de travailler beaucoup. Mais dans ces conditions-là, en dehors de la maison, je retrouvais des contraintes que j'avais avant sans avoir le même salaire, quoi. Donc, Mm. c'est un peu compliqué. Et puis à ce moment-là, mon frère qui est entrepreneur, lui, Ah, donc tu avais cherchait. quand même quelqu'un dans ton Oui, entourage alors il est entrepreneurial. entrepreneur, c'est un autre modèle, c'est un peu un modèle, je dirais à l'ancienne, s'il écoute, il va être content, mais il est plus jeune que moi, mais en fait, il s'est lancé dans le service à la personne. Donc c'est très Ok. structuré, franchisé, etc. Alors ça enlève rien, son talent, vraiment pas, mais ce que je veux dire, c'est encore différent, on part Bien pas d'une sûr. vocation. C'était pas une vocation de départ, c'est qu'il s'est lancé, voilà, il a voulu, et puis du coup, ses entreprises ont grossi, il a plusieurs agences maintenant, mais voilà, Oui, c'est puis le encore une système de autre, la franchise c'est encore autre chose que tout à fait. l'auto-entrepreneuriat qui est vraiment pas, Avec c'est beaucoup pas de les mêmes salariés, choses. voilà, c'est ça. Pour Ok. autant, il y a énormément, enfin, je veux dire, il y a même beaucoup plus de pression que moi aujourd'hui, parce qu'il y a un service à rendre des salariés. Donc, du coup, en tout cas, lui, il ouvrait une agence dans ma ville et puis il me dit, je cherche un directeur d'agence. Et à ce moment-là, moi, j'avais encore le cabinet, j'avais prévu d'arrêter, de continuer à faire peut-être plus du domicile, des choses comme ça, pour réduire vraiment mes charges, pour avoir l'impression vraiment de profiter de mon salaire. Et je lui dis, bah écoute, allez, on se lance, Pourquoi quoi. Parce pas? qu'on était vraiment sur de la création en plus d'agence, et moi j'adore les challenges, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai trouvé ça Génial. trop chouette. Ouais, Donc en c'était tant que super chouette. salarié, du coup? J'étais salariée, j'étais Ok. directrice de l'agence. Et c'était hyper intéressant parce que je touchais à d'autres compétences type management, organisation des plannings et tout.
Et je me suis dit, bah, ça, j'ai pas été formée à ça, mais du coup, sur le terrain, je me suis Mhm. formée ensuite. Et je Ça me suis reste dit, ça me aussi servira de la toujours, formation. c'est clair. Et Mm. je me suis dit, en fait, ça me servira toujours. Cette expérience-là, quoi que je fasse après, le fait d'avoir managé des équipes, etc., ça me servira, effectivement. Et puis, au bout d'un an et demi, je lui ai dit, bon, écoute, en fait, franchement, moi, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'éducation, voilà, la pédagogie, etc. Et puis, encore une fois, le besoin encore de devenir plus libre. Alors, franchement, quand mon fils était malade, c'était pas un souci. Enfin, il me faisait pas de cadeaux particulièrement. C'est qu'il était comme ça, bienveillant avec tous ses salariés. Il est par ailleurs papa et il sait ce que c'est aussi Mhm. d'avoir des enfants. Donc voilà, c'était vraiment pas la même pression, mais il n'empêche que bah, quand on n'est pas là, le travail n'est pas fait. Je retrouvais encore des contraintes de travail. Alors quand je m'entends parler, là, j'ai l'impression que j'accepte pas les contraintes, mais c'est vraiment pas ça. Non, mais je pense que et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans tous les épisodes que je fais, c'est cette notion de choisir ses contraintes. Parce que des contraintes, il y en a partout et tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose, tout beau et c'est pas sans contraintes et on s'en est d'autres, mais c'est des contraintes que du coup tu choisis et que tu acceptes dans ce cadre-là. Et là, du coup, c'est juste une prise de conscience de, bah, en fait, la balance n'est pas suffisamment équilibrée positivement pour que les contraintes ne soient pas trop contraignantes. Donc, c'est exactement moi, ça me ça. paraît Ouais, intéressant de le c'est relever. exactement ça. Et puis aussi cette sensation très bizarre. Alors, est-ce que je savais pas si c'est un peu de l'égoïsme, etc. Mais de travailler pour quelqu'un finalement, d'avoir un salaire lambda, voilà, mais c'est même pas le montant du salaire qui est en jeu, mais c'est de se dire finalement, l'argent que je génère, il rentre pas pour mon entreprise, quoi. C'est pour une autre entreprise. Et c'est pas une question d'envier, etc. C'est vraiment qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est récolter les fruits de mon travail, mais réellement, quoi. C'est-à-dire, C'est aussi une forme euh, de reconnaissance envers toi-même, du coup. je sais pas si c'est la reconnaissance, mais en tout cas, c'est de se dire que l'argent que tu génères, c'est pour Mhm. ton entreprise. Tu Ok. travailles pas pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose, moi, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, de plus en plus, c'était quelque chose qui me. Alors, pas quand j'étais fonctionnaire, mais quand j'étais directrice d'agence, il y avait ce côté de me dire, bah, en fait, c'est quoi l'évolution? Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, Mm. c'est qu'il y a un champ des possibles qui. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait. Si tu décides qu'un jour, tu gagneras 10 000 euros, bah, en fait, si tu travailles beaucoup, etc., il y a des chances que ça arrive au bout d'un moment, avec de la persévérance, du temps, parce que le facteur temps, il est aussi important. Mais dans le salariat, vite, tu prends conscience, alors c'est moi en tout cas, je prends conscience que l'évolution, elle est limitée en fait. Et on a Et beau elle ne travailler dépend pas que de plus, ton travail. c'est clair. C'est clair. Et puis, et en plus, je le comprends parce que pour le coup, le poste que j'avais, ça me mettait aussi moi, je faisais enfin, tout ce qui était accompagnement, fiche de paye, etc. pour les salariés. Tout ça, je m'y intéressais beaucoup parce que du coup, j'étais en lien direct, moi, avec les salariés. Mhm. Et donc, je comprends qu'on ne peut pas faire beaucoup plus parfois parce que c'est des charges énormes, parce que il faut Ouais. que l'entreprise soit rentable. Enfin, je veux dire, j'avais l'envers du décor qui faisait que à aucun moment je remettais en question qu'on ne pouvait pas faire mieux ou plus. Mais je trouvais ça des fois même un peu injuste, quoi. Je me disais des fois, les filles qui sont salariées, en fait, c'était à leur compte, elles gagneraient plus. Mm. Mais pour autant, elles étaient salariées parce que on l'a pas encore dit, mais l'entrepreneuriat, ça convient pas à tout le monde de toute façon. Et moi, Bien j'entends sûr. bien qu'on puisse aussi préférer un travail salarié plus stable, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'avais ce besoin de voir que mon évolution, elle était, en fait, tout est possible. Et ça, j'adore. Le tout est possible et je peux changer, je peux évoluer. Voilà, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire différemment et ce côté-là, moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Je pense que ce qui me plaît le plus dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est trop bien, tu réponds à une question que je t'ai pas encore posée comme ça. Très bien, parfait. Et du coup, donc là, tu arrêtes le salariat avec ton frère. Mais est-ce que tu reprends le cabinet libéral comme avant ou est-ce qu'il y a une autre idée qui se met en place? Non, au début, je le garde, le cabinet, parce que je commençais à trouver les charges enfin, lourdes, quoi, pour Mm. ce que ça me rapportait. Mais bon, et je me disais, bah, je ferais ça, le cabinet, un peu après le soir, enfin, le week-end, etc. Et puis, je me rends compte que finalement, bah, comme toujours, quand je fais quelque chose, je m'investis à fond. Ce travail de directrice, évidemment, il me prend tout le temps de travail, puisque j'avais un contrat, j'avais un temps plein.
mais même un peu plus parce que j'apprends le métier, etc. Donc je me forme aussi par ailleurs. Et puis je me rends compte que finalement, ces charges, elles sont encore moins justifiées parce que vraiment le cabinet, je n'investis plus et du coup, je fais le choix d'arrêter le cabinet. Et à ce moment-là, ça me manque pas parce que je suis sur quelque chose de nouveau qui Mhm. me plaît et je m'investis et en fait, je sais maintenant à ce moment-là. Je ferme pas du tout mon entreprise, par contre, juste je déclare mes chiffres d'affaires qui sont à Mhm. zéro pendant plusieurs mois, mais je la ferme pas parce que je sais que j'y reviendrai, mais surtout je sais que rien n'est définitif et je me sens pas, comment dire, je me sens pas à me dire je suis déçue, ça fonctionne pas, Mhm. etc. Je me dis juste Oui, là, tu le vis pas voilà, comme un échec. non, je le vis pas comme un échec. Mon fils est en plus encore petit. Je sais juste que pour avoir la vie que je veux sur le moment et qu'on retrouve aussi notre niveau de vie, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que moi, je peux réduire mon niveau de vie à moi toute seule, mais j'ai pas envie de l'imposer à ma famille. Et à ce moment-là, c'est Mhm. les choix que je fais, ils sont vraiment tournés aussi autour de la vie de famille. C'est-à-dire que imposer à ma famille de plus partir en vacances comme avant, voilà, je trouve que, enfin, moi, j'avais estimé à ce moment-là, surtout que c'était pas un projet de couple, quoi, enfin l'entrepreneuriat. Ouais. J'avais estimé que c'était pas juste, même si j'ai jamais eu de reproches évidemment, mais je trouvais que Oui, c'était c'était en fonction pas de ce que toi, tu avais envie en termes de valeur et de ce qui c'est était ça, OK ou pas pour toi, quoi. c'est ça. Et OK. tu vois, de la fonction publique, j'ai carrément démissionné. C'est-à-dire que j'ai même pas fait de disponibilité, etc. J'ai démissionné parce que je Mmh. savais, en fait, je savais déjà d'une que j'avais des ressources, que je me faisais confiance et que je sais que si j'ai besoin de retourner travailler dans le salariat, j'exclus pas d'ailleurs, parce que des fois dans l'entrepreneuriat, on a aussi des vagues un peu voilà, plus difficiles et rien n'empêche à un moment donné d'aller retravailler un petit peu, soit parce qu'on a envie de reprendre le terrain, etc. Et moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça et je sais que si je veux du travail, j'en trouverai. Donc j'avais un peu comment dire? Cette assise-là de me dire, j'ai pas, les 2 pieds dans le même sabot comme on dit. Bah, tu S'il avais faut aller confiance en toi aussi, carrément. en fait. De te dire, justement, de pas tout miser sur un employeur, une façon de travailler et de t'enfermer là-dedans alors que ça te convenait plus. Et je pense que c'est la grosse différence avec les personnes qui vont mettre plus de temps potentiellement à faire ou qui vont écouter leur peur. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup eu peur, hein, avant de me lancer aussi à mon compte. Et je pense que ce qui nous fait repousser, c'est justement cette peur, le manque de confiance finalement en nous et en nos compétences, la peur de pas y arriver, de pas être assez capable, compétent et confiant pour que ça fonctionne. Et Mais c'est oui génial que toi tu l'aies eu cette et confiance. en fait, je me souviens, je crois que c'était une collègue, avant que je parte, elle me dit: «Mais si ça fonctionne pas, tu vas faire quoi?» Je lui dis: «Bah, en fait, je vais faire comme toi, je vais retourner travailler» et ça l'avait un petit peu vexée, mais en fait, c'est ça au pire. Enfin, si ça fonctionne pas, on retourne travailler Mm. comme tout le monde, comme la plupart Bah, des comme gens avant, en tout cas, en fait, voilà, comme comme tu me disais avant. avant. Et moi, en fait, j'aime travailler, donc j'ai pas ce truc de me dire: «Oh là là, faut se lever le matin». De toute façon, nous, on a une vie, qui est très cadrée. Moi, je veux dire, j'ai un rythme de vie, d'entrepreneur où je travaille beaucoup chez moi. Enfin, je suis pas du tout, à rester le matin devant des séries, par exemple. Mhm. J'ai une grosse rigueur par rapport à ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai travaillé longtemps avant, mais je crois pas. Je pense qu'on a ça, voilà, et quand on est entrepreneur, il faut l'avoir parce que sinon, si on se pense qu'on est en vacances toute la Ah bah journée, du coup, on rend des comptes et qu'à nous-mêmes. Donc si on se bouge pas, ce sera de notre faute si ça ne marche pas, quoi. exactement. Donc, alors je sais plus du coup Donc là on où en était au fait que du coup tu avais arrêté le cabinet libéral, mais que tu n'avais pas arrêté le statut exactement. de ton entreprise et donc rendu à la fin de cette expérience de directrice d'agence, qu'est-ce que tu fais? Vers quoi tu vas? Alors du coup, un peu la même démarche, donc j'en parle à mon frère qui est le dirigeant Mhm. et je lui en parle, je crois, en janvier, donc ça faisait un an à peu près et je lui dis: «Écoute, peut-être on peut l'envisager pour septembre». Il y a des moments, c'est plus facile de recruter aussi, les gens sont plus à la recherche du travail et cetera. Je lui dis: «Si on trouve avant, on trouve avant, si on trouve après, on trouve après». L'idée, c'était de partir encore une fois, sans me dire que j'allais mettre des gens, voilà, Mhm. en difficulté. Et en fait, du coup, c'est même moi qui ai recruté, la personne qui m'a succédé, voilà, enfin, ça s'est fait comme ça et j'ai pu partir du coup en septembre. Donc j'ai fait la même démarche, j'ai démissionné aussi, mais j'ai pas démissionné sur un coup de tête, en fait. J'ai Mhm. Ouais, vraiment, ça t'a préparé le projet, quoi. en tout cas, alors moi, je suis quand même quelqu'un qui peut avoir une idée comme ça et je la suis, hein. Mais ça veut pas dire que je la mets en application tout de suite. C'est-à-dire que la décision, des fois, je peux la prendre vite,
Par contre, ça me dérange pas d'attendre 6 mois. Enfin, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que le fait de me dire je démissionne, ça peut aller vite. Mais après, c'est pas pour autant que je vais démissionner le lendemain. Par contre, la décision, elle est prise, quoi. Ouais, je vois. Et donc là, toi, tu recrutes la personne qui va te succéder, mais est-ce que pendant ces 6 mois-là, tu réfléchis et tu montes aussi bah, le projet que toi, tu vas faire en indépendante? Alors, mais j'avais dans l'idée d'être formatrice. C'est vraiment quelque chose. J'avais ponctuellement d'ailleurs fait d'analyse de la pratique dans des équipes, etc. C'était plus une opportunité qui était venue à moi, plus que moi qui avais cherché à ce moment-là. Mais c'est quelque chose que j'aimais bien. J'aime bien accompagner les professionnels, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, voilà, je vais faire ça. Moi, c'était un peu pour moi la suite un peu logique, dans le sens où je restais dans mon domaine sur lequel j'étais formée, que je connais bien. J'ai fait une formation de formateur pour adultes, pour apprendre le métier de formateur, pas pour apprendre les connaissances, parce que à la fois j'en ai de mon parcours, mais aussi Mhm. je me forme sur des thématiques régulièrement. Les Pour savoir connaissances, comment les transmettre, en c'est fait. ça. C'est le plus important. Souvent, les connaissances, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'elles sont assez accessibles. Par contre, voilà, après, il faut Mhm. savoir se les approprier, les transmettre. Donc, j'ai fait une formation Complètement. de formateur pour adultes. J'ai eu mes premiers contrats. Donc, après, voilà, j'ai eu un organisme de formation, etc. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, donc là, c'est ponctuel. C'est-à-dire que je suis à mon compte. Je travaille pour différents, soit des CFA, ça peut être des organismes de formation qui font appel à moi ponctuellement. Mais du coup, tu Euh, rentres dans le milieu de la formation par le biais du coup du côté indépendant. Et est-ce que tu te formes ou tu te fais accompagner? Parce que c'est un milieu qui est quand même. Moi, j'ai travaillé aussi dans le milieu de la formation, qui est quand même hyper normé, réglementé. Il faut quand même avoir beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup d'administratifs derrière et de choses qu'on peut faire et pas du tout faire, etc. Et puis, c'est aussi un milieu avec plein d'acteurs différents, que ce soit pour le financement, les donneurs d'ordre, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses assez techniques, je trouve, dans ce milieu-là. Toi, tu dis, bah, j'avais envie de transmettre, donc ça, c'est vraiment cette volonté de devenir formatrice. Mais ce secteur-là, ce marché-là, comment tu l'abordes? Est-ce que bah, tu te formes, ou c'est sur le tas, ou est-ce que tu avais connu ça dans une expérience passée? alors, pour moi, c'est très simple, c'est-à-dire que je fais une formation de formateur, donc en ligne. J'avais pas envie de reprendre 1 an ou 2 ans. De toute façon, c'est jamais Mhm. aussi bon les formations de formateurs pour adultes, mais je la fais en ligne, je suis certifiée, etc. Et en fait, moi aujourd'hui, mon statut, c'est d'être formatrice indépendante, et donc les gens me payent sur la prestation. En fait, je suis pas salariée d'aucun organisme. Et Mhm. en fait, les seules démarches que j'ai eu à faire, c'est auprès de l'adresse, en fait. Juste, bah, par rapport, j'ai le premier contrat de formation que j'ai eu, du coup, bah, j'ai fait toutes les démarches pour me déclarer en tant qu'organisme de formation. Mais par contre, ça va pas plus loin. Moi, je suis toute seule, en fait. J'ai pas d'autres démarches à faire. J'ai un numéro de formateur. J'y tenais parce que je trouve que ça montre aussi le professionnalisme, bah, Mhm. l'expérience, parce que pour avoir ce numéro-là, il faut quand même avoir eu déjà des formations. Donc voilà, mais du coup, moi, j'ai pas un statut difficile. J'ai pas, en fait, la seule chose, c'est que j'ai des contrats, par exemple, avec un CFA. Là, on s'est engagé sur 1 an et demi, donc j'interviens ponctuellement sur des thématiques que je maîtrise. Il y a des thématiques que je maîtrise pas. En fait, je suis pas une formatrice sur du temps plein. C'est-à-dire que moi, j'interviens pour une expertise ou pour des sujets Mhm. que je connais bien, mais sur les formations, il y a plusieurs autres formateurs qui interviennent, en fait. C'est vraiment sur Ok. des sujets que je connais, que je maîtrise, et du coup, non, c'est pas du tout compliqué. Juste, ça fait un petit peu de papier, mais il y a des contrats de formation qu'on fait au mois, on facture au mois, comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce côté indépendant, parce qu'en fait, on s'engage moralement, mais en réalité, si ça va pas, on s'arrête, quoi. Et il y a aucun, c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'on fait des contrats de formation au mois, et si jamais, ou alors à la prestation même, hein. C'est-à-dire que ça peut être une formation sur 2 jours. À la prestation, c'est un contrat de 2 jours, et puis si on n'a pas envie de retravailler ensemble ensuite, on ne le fait pas. Ok, trop bien. Donc là, tu touches du doigt c'est ce besoin et cette envie de liberté que tu recherchais depuis la première expérience dans le libéral. Complètement. Et puis, alors moi, voilà, j'aime beaucoup la formation. Mon fils est rentré à l'école en septembre l'année dernière, donc j'aime beaucoup aussi le fait de partir ponctuellement. Moi, ma priorité aujourd'hui, voilà, je dis toujours mon premier rôle, mon premier statut, c'est d'être maman. Voilà, après, on fait chacun ses choix. Il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix, mais c'est en tout cas moi ce qui me tient vraiment à cœur. Et c'est juste incroyable pour moi d'avoir pu quasiment toute l'année emmener mon fils à l'école et aller le chercher, en fait.
Mmh. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est voilà, c'est un privilège, quoi. Enfin, et c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et je tends vers ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de création de contenu. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup transmettre, partager. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi une activité qui me permet aussi de rester travailler à la maison et puis de décaler aussi. Si par exemple mon fils est malade, ce qui est arrivé bien sûr, comme tous les enfants, en fait, il n'y a rien de grave, quoi. Enfin voilà, déjà, je peux, voilà, si ça, il est plutôt bien disposé, je peux quand même travailler un peu en lui expliquant, bah là, pendant 1 heure, je travaille un petit peu à côté de toi. Mais surtout, bah, si je peux pas travailler le jeudi, bah, en fait, je vais travailler le samedi. Mon conjoint, il va être avec Mmh. mon fils. Et voilà. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le luxe suprême, c'est celui-là, en fait. C'est de pouvoir emmener mon fils à l'école, aller le chercher et de pouvoir faire en plus des choses qui me plaisent. Et du coup, dans cette nouvelle carrière, donc si on reprend vraiment le fil entre éducatrice spécialisée et formatrice, est-ce qu'il y a des compétences que tu utilises encore aujourd'hui qui te viennent de ton premier métier? Ah bah oui, complètement. En fait, moi, quand j'ai en face de moi un groupe d'adultes, alors la formation pour adultes, c'est, tout à l'heure tu disais normé, c'est aussi des codes. C'est-à-dire que encore moins qu'avec des enfants, on fait des choses très didactiques et cetera. Parce qu'en face de moi, j'ai des personnes qui sont pas allées à l'école, depuis très longtemps, enfin, Mmh. avec des problèmes de concentration et cetera. Donc le monde de la formation professionnelle adulte, c'est aussi un monde où on doit s'adapter en permanence. Mon avis, c'est qu'on devrait aussi le faire avec des enfants à l'école, mais ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit rythmé. Enfin voilà, donc oui, il y a des compétences, notamment même sur le cadre, parce que quels que soient les êtres humains, quand on est en groupe, il y a un cadre à tenir. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec des adolescents qui étaient ancrés dans la délinquance, du coup. Euh, et donc, ce côté d'avoir de l'autorité, mais sans être autoritaire, parce que sinon, ça fonctionne évidemment pas du tout. Ce côté de savoir prévenir les conflits avant de les gérer. Voilà, il y a plein de choses comme ça dont je me sers évidemment dans ma pratique, mais même au quotidien, enfin dans mon rôle de maman aussi. Enfin voilà, c'est clairement toute mon expérience professionnelle, elle me sert dans tout, et même j'ai envie de dire dans ce que je peux partager sur les réseaux, ce que je peux partager sur mon blog, etc. Parce que, en fait, je suis une personne très engagée. J'ai vraiment des Mmh. convictions fortes. Et puis, j'ai le sentiment, en plus, d'être allée vérifier sur le terrain ces convictions, en fait. Donc, quand je parle d'un sujet sur l'éducation, etc., à la fois, j'en parle parce que c'est mes valeurs et mes idées, mais aussi, ça vient résonner avec mon expérience, en fait. Donc, Ouais, ça t'anime oui, vraiment profondément, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Et parce que je pense que l'éducation, c'est vraiment le cœur de tous les enjeux, et que aussi on est dans un pays où on peut dire ce qu'on veut, mais les enfants sont très invisibilisés. Enfin, il y a très peu de Mmh. choses qui sont aménagées pour, etc. Donc voilà, moi le côté un peu injustice, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi. Donc oui, ça me sert toujours au quotidien, et surtout quand on est formateur, je trouve. Alors je dis pas que c'est une vérité absolue, mais je trouve que d'être formateur dans un domaine qu'on n'a pas connu sur le terrain, c'est toujours un peu difficile. Moi, quand je suis face à des personnes qui travaillent dans des foyers et qui sont au bord des larmes et qui en peuvent plus, bah, en fait, ça résonne chez moi. C'est-à-dire que, bah oui, je sais ce que c'est que de travailler dans un foyer, en fait. Les Mmh. horaires, la difficulté, les enfants en difficulté, bah, tout ce que ça génère en termes de, voilà, parfois de violence, etc. Enfin, en fait, on parle le même langage. Et ça, évidemment, enfin voilà, je trouve ça intéressant d'être allé sur le terrain, de m'être formée quand même à la formation pour adultes, parce que c'est quand même pas, voilà, c'est pas Ton pareil que côté d'être pédago? éducateur. Ouais. Mmh. Et mais du coup, parfois je parle du terrain aussi. Enfin, je parle Ouais. d'anecdotes, de choses que j'ai vécues, et ça, je trouve qu'en termes, à la fois en termes de légitimité, mais même moi, j'ai l'impression de pas perdre, enfin, de comprendre, voilà, ce qu'on me dit. Est-ce que, tu m'as parlé du fait que tu cherchais plus de liberté au niveau du coup du statut, de ton travail. Indépendamment du coup de ce statut d'entrepreneuse, qu'est-ce qui est la chose la plus satisfaisante pour toi dans ton métier actuel? Qu'est-ce que tu préfères faire? Ce que j'aime faire particulièrement, bizarrement, parce que quand on est indépendant, les gens peuvent penser qu'on est vraiment seul et isolé, c'est le partage. En fait, je trouve que le statut d'indépendant, ça force à aller vers les autres. C'est très étrange, hein, Mmh. parce qu'on pourrait C'est croire vrai. que justement, on est recroquevillé chez nous. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti.
mais ça veut pas dire que j'aime pas les gens, ça veut juste dire que quand j'ai besoin de me ressourcer, il faut que je sois un petit peu seule. Mmh. Par contre, j'adore être avec les personnes et je me rends compte que dans mon travail, dans mon business, c'est les rencontres et les échanges qui font que j'évolue, en fait. Mmh. Si je reste toute seule chez moi dans mon coin, il va rien se passer et donc ça, vraiment, j'aime beaucoup ce côté, en fait, mais les gens sont pas imposés, on se choisit, en fait. C'est-à-dire que c'est des opportunités professionnelles, mais Ouais, c'est moi, je trouve que c'est quand même des rencontres humaines avant tout parce qu'il y a des gens avec qui on n'a pas trop envie de travailler, d'échanger et en fait, c'est pas très grave parce que ces mêmes personnes, elles vont trouver d'autres personnes avec qui ça va bien se passer. Donc, moi, je trouve que humainement, c'est hyper riche et je trouve ça même plus riche en fait que quand je travaille en équipe. Et pourtant, j'ai toujours eu des très bonnes équipes, mais c'est des gens imposés en fait, tout simplement. Donc, que là, je bien sûr. choisis en fait. Je choisis comment m'entourer, avec qui, en fonction de leurs compétences, mais de leurs valeurs, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Bah, on retrouve aussi la liberté et le besoin de choisir par toi-même, derrière tout ça, hein. Et puis Ah, mais c'est aussi complètement. quelque chose qui est hyper, inhérent à ton métier de formatrice, le partage aussi, hein, dans la transmission, le partage de connaissances, d'expériences et cetera. Donc ça rejoint à la fois ton statut, d'entrepreneuse et à la fois ton métier aussi. Mais complètement. Et puis, de parler avec des gens qui ont le même langage, encore une fois, ça c'est hyper intéressant. Moi, dans mon entourage proche, encore une fois, enfin moi, j'ai jamais personne qui m'a essayé de me dissuader, mais personne, enfin c'est pas que personne me demande. Des fois, on peut me dire, bah tiens, t'en es où, etc. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, allez, vas-y, t'as raison, fonce, etc. Parce que, en fait, et ça, je le comprends, parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse aimer de salarié, alors que bien sûr qu'on peut aimer de salarié. Donc, je comprends que quelqu'un qui est, Mmh. entre guillemets, salarié, qui a besoin de cette stabilité, comprenne pas que moi, j'ai envie de tout faire exploser. Du coup, j'arrive à... En fait, ça, et vraiment, j'ai pas de souci avec ça, mais par contre, quand je suis avec des personnes qui sont entrepreneurs, ça me fait un peu des papillons dans le ventre. Je me dis, ouais, là, en fait, ce que je ressens moi, il y a d'autres personnes qui le ressentent. Je suis pas complètement folle à Mmh. avoir arrêté, à avoir démissionné. Vraiment, c'est quelque chose qui est enfin, c'est porteur pour moi, je trouve, en termes d'énergie et même de mindset, hein, d'être avec des personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Et quand les personnes, elles expliquent, ou moi, quand je parle, en fait, on se comprend sur des événements qu'on traverse. Donc ça, je trouve que c'est vraiment porteur. Moi, j'ai besoin de m'entourer de personnes aussi entrepreneurs comme moi. Ça m'aide beaucoup, en fait. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, dans ton métier de formatrice est moins satisfaisant pour toi ou que tu aimes peut-être moins faire? C'est important aussi, on parlait tout à l'heure de contraintes, donc il y a des contraintes liées au statut d'entrepreneur évidemment, mais est-ce qu'il y a aussi des contraintes que tu acceptes, liées à ton métier de formatrice, mais qui te, plaisent moins? Ouais, c'est pas directement lien avec le fait d'être formatrice parce que tu vois, aujourd'hui, je me sens plus entrepreneur que formatrice. Formatrice, c'est un pan de mon activité, mais j'ai d'autres choses et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat. Ce qui est plus compliqué, et c'est mon fils qui me le dit des fois, en fait, moi, je travaille un peu tout le temps. À la fois, je peux m'organiser pour tout le monde et j'ai une souplesse qui est vraiment incroyable. Mais par contre, le week-end, des fois, bah, je prends mon ordinateur et je me mets 1 heure ou deux dans le bureau parce que dans la semaine, j'ai pas avancé comme je voulais pour plein de Mmh. raisons. Et il y a ce côté, moi, je décroche jamais. Alors Mmh. j'adore parce que, mais j'incarne mon entreprise, mais c'est vrai que c'est très rare que le week-end je décroche complètement. J'essaie de le faire de plus en plus, mais ça reste quelque chose de difficile, surtout que moi, je considère que je suis encore dans mes débuts. Aujourd'hui, j'arrive quand même à en vivre, alors pas de manière aussi confortable que ce que je voudrais, mais ça, c'est un truc que j'accepte. Moi, j'ai pas du tout de mal à laisser le temps aussi faire les choses. Mais par contre, c'est vrai que je pense, c'est mon avis en tout cas, qu'il faut accepter qu'au début, il faut vraiment travailler plus que dans le salariat en termes de volume horaire de ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà, après, En fait, j'imagine c'est que parce que c'est quelque chose qu'on construit, en fait. bien Là sûr. où un poste salarié, même pour une création de poste, on a déjà, tu vois, une fiche de poste, un écosystème en place autour de nous avec des choses qui fonctionnent, donc on doit s'intégrer dedans, évidemment, mais il y a un existant. Et alors que nous, quand on crée notre job, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on doit tout créer de A à Z. On doit créer le réseau, on doit créer, le système d'acquisition, on doit créer la communication, se rendre visible, les compétences, enfin bref, tout est à faire. Donc forcément, ça prend du temps.
Et moi, je sais qu'avec du recul, quand j'ai commencé le cabinet, je m'étais pas formée à l'entrepreneuriat. J'avais pas pris conscience ce que c'était en fait d'entreprendre. En fait, j'étais éducatrice et naturopathe. Pour moi, c'était suffisant. Mhm. Et en fait, ensuite, je me suis formée à l'entrepreneuriat. J'ai fait une vraie formation, voilà, d'entrepreneur. Et là, j'ai compris en fait que c'était un vrai métier. C'est-à-dire que finalement, moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est d'être entrepreneur, en fait, c'est d'entreprendre. Et ce Ok. métier, il fait appel à beaucoup de compétences bien plus larges que notre Ouais, expertise, en fait. Parce que tout à sinon, fait. clairement, pour moi, c'est ou alors il faut déléguer. Mais après, ça demande aussi déjà de vivre très confortablement de son activité que de déléguer. Mais c'est vrai qu'au début, pour moi, on apprend plein de métiers. Ouais, ouais, c'est clair, on a plein de casquettes différentes. C'est pour ça que je parle souvent de l'activité que les personnes font, parce que c'est pas, on n'a pas les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes compétences, les mêmes contraintes, le statut et l'activité qu'on a. Et le statut amène parfois ben, des compétences nouvelles, des contraintes qu'on n'avait pas imaginées non plus. On se révèle aussi parfois dans certaines, enfin, certains pans de l'entrepreneuriat qu'on n'avait même pas imaginé à la base. Et tu dirais, toi, que par rapport à l'entrepreneuriat, du coup, le fait d'être à ton compte et d'avoir plein de casquettes différentes et du coup plein de compétences différentes, c'est sur quel pan que tu t'es révélé le plus? Où tu t'es dit, ah, mais je savais pas que j'étais capable de ça, par exemple. J'allais dire la détermination, mais non, parce que en fait, quand j'étais éducatrice, j'avais déjà ça, mais c'est peut-être le fait justement de bien gérer cette liberté-là. J'étais rassurée de me rendre compte qu'en fait, j'allais pas passer mon temps à faire du shopping ou encore une fois rester chez moi à rien faire. Ou même des fois l'écueil aussi quand on travaille chez soi, c'est de faire le ménage pendant les horaires où on est censé travailler. Je dis pas que je le fais jamais, mais par contre, je me suis cadrée avec ça en me disant, bah en fait, en gros, si je reste à la maison et que je m'occupe de la maison, je travaille plus. Voilà, C'est ton ça, autodiscipline, quoi. ouais, c'est ça, Ok. l'autodiscipline. Après, il y a un versant qui est un petit peu plus difficile et c'est quelque chose que je travaille encore. J'ai pas complètement réussi à. C'est le côté de pas être, enfin, d'être très, par exemple, quand mon fils était malade ou peu importe, d'avoir cette frustration de pas avancer aussi vite que j'aimerais parce que bah, j'ai d'autres contraintes, enfin, contraintes familiales. J'ai une vie de famille plus que des Mhm. contraintes de famille, mais des fois, je me suis déjà dit, ah, si, quand j'avais 20 ans, mais là, j'aurais avancé beaucoup plus vite, etc. Et en même temps, mon pourquoi, il est quand même né de la naissance de mon fils. Donc, quelque part dans Oui, la balance, voilà, j'ai un pourquoi qui est quand même très, très solide. Mais c'est vrai que des fois, j'ai le sentiment de ne pas être complètement présente avec mon fils et pas complètement présente pour mon entreprise. Il y a des moments où je suis ouais, entre les deux. Et ça, j'aime pas trop. Enfin, je dis avec mon fils, mais ça peut être aussi avec des amis, en fait, peu importe. ouais, Mais ouais. ce côté d'être entre deux, d'avoir des idées pour son entreprise alors qu'on est en train de partager un moment sympa avec la famille, les amis, etc. Ça, c'est encore un peu difficile pour moi. J'ai encore un peu de mal. En tout cas, il faut que je le conscientise pour que Ouais. ça fonctionne. Sinon, de moi-même, je me sens des fois un peu entre deux. Il faut que je me dise, non mais là, c'est un moment, je prends mon téléphone, je le pose. On a mis un Mm. système avec mon fils, une petite caisse, une petite cage où je mets mon téléphone dedans et il sait qu'à ce moment-là, je suis hyper dispo. Mais sinon, j'ai encore un peu de mal avec ça. J'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement entreprendre que je pourrais vraiment y passer jour et nuit. Mais vraiment, enfin, C'est une vraie passion, là. On le sent. j'ai vraiment l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de, ouais, qui me passionne et à la fois j'aime ce que je fais dans mon expertise, etc. Mais j'aime aussi entreprendre. C'est vraiment, je pourrais entreprendre sur d'autres Mm. domaines et d'ailleurs je me sens un peu multipassionnée. C'est ça, ça ouvre vraiment le champ des possibles l'entrepreneuriat et ça, je trouve ça vraiment trop chouette. Et du coup, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une vraie compétence à acquérir et l'écueil qu'on peut faire, c'est de ne pas se former justement à l'entrepreneuriat parce que c'est des vraies compétences que on peut être très très bon dans ce qu'on fait, mais si on ne sait pas entreprendre, communiquer, etc., je pense que ça fonctionne pas. Quoi. Vendre notamment, parce que ça fait Exactement. partie intégrante de l'entrepreneuriat. Sans vente, il n'y a rien qui se passe derrière. On peut pas utiliser notre expertise et faire notre travail, quoi. Donc ça, c'est Exactement. aussi quelque chose à acquérir parce que dans le salariat, à part sur les profils et les métiers commerciaux, on nous apprend pas ni à se vendre, ni à vendre quoi que ce soit. Complètement. Et moi, j'ai vraiment une grosse expérience dans la fonction publique. Donc en plus, enfin, rarement on m'a parlé de rentabilité. Enfin, Mm. vraiment, c'était pas une entreprise à faire tourner. Donc j'avais pas cette culture de. Parce que moi, aujourd'hui, la rentabilité, c'est pas un gros mot pour moi. Mais à Mhm. l'époque, quand j'étais fonctionnaire, franchement, tous ces gens-là.
qui faisaient du business, rentabilité à fond. C'est vraiment, même, je me disais, mais ils ont que ça à la bouche. Mais non, mais en fait, c'est juste Ouais, que ça tourne pas, en fait. Sinon, si on n'est pas rentable, on ne peut pas travailler. c'est Donc, ça. j'ai vraiment changé de prisme. Et puis, il y a aussi ce côté, quand on est entrepreneur, il faut accepter de se mettre en avant. Et je pense sincèrement, en tout cas, c'est mon cas. Je ne vais pas généraliser, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de tout départ assez timide, réservé. Mais en fait, j'adore ça, communiquer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à assumer il n'y a pas très longtemps, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Avant, je trouvais que c'était un petit peu se mettre en avant, la création de contenu, ça faisait un peu influenceur, etc. Et en fait, j'adore. Mais j'ai eu du mal à l'assumer. Et ce qui m'a aidé à l'assumer, c'est d'être avec d'autres personnes qui entreprennent et de me rendre compte que finalement, voilà, pour entreprendre, il faut accepter ça et il faut même un petit peu aimer ça, quoi, communiquer. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est finalement peut-être là-dedans que tu t'es révélée par rapport à la question que je te posais tout à l'heure. Et ça, Complètement. c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas forcément dans le salariat parce qu'à part se mettre en avant lors d'un entretien d'embauche, il n'y a pas vraiment de situation dans lesquelles on communique autour de nous, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, de nos services, de nos qualités dans le monde du salariat, quoi. C'est Donc, ça. Ou donc c'est alors quelque on chose à parle des apprendre. autres. C'est-à-dire Ouais, que moi, ou quand du j'étais groupe. éducatrice, voilà, quand j'étais éducatrice, il y avait des audiences au tribunal, c'était toujours impressionnant, quoi. On parlait devant des magistrats, devant des avocats, on parlait Mmh. de l'adolescent, en fait, avec lequel on travaillait. Déjà, c'était un exercice que j'aimais beaucoup. Alors, pour autant, vraiment, j'avais chaud. Enfin, je suis vraiment une ancienne timide, mais il y a toujours un fond, voilà, Mmh. et j'aimais ça. Et donc, ça m'a pas étonnée, en fait, de me rendre compte que finalement, j'aime aussi ce métier public. On peut peut-être être entrepreneur en étant vraiment pas public, mais là, on va sur des systèmes un peu traditionnels dont je te parlais tout à l'heure, comme mon frère, en fait, avec des grosses organisations. Mais dans l'organisation, il y a forcément des gens qui vont prendre un peu la part publique. C'est pas Et toujours le là cas, aujourd'hui, genre. on peut plus avoir une entreprise qui tourne sans passer par la communication et notamment le digital. Donc forcément, Complètement. ça Et puis, rentre en compte. Mais on peut parler en termes d'organisation, on peut parler, on peut avoir une personne qui est l'image du groupe. Mais c'est sûr que quand on est solopreneur, quand on vend potentiellement des services, ce qui est mon cas, moi je sais que ce que je vends, c'est moi, c'est mon image, c'est qui je suis, c'est mes valeurs. Donc si je me montre pas, j'ai l'impression que en fait mon entreprise elle est à moitié cachée en fait, tu vois. Donc il faut quelque part aussi assumer un peu qui on est pour aller vers la vente de ce qu'on propose finalement. Ça vient avec. complètement. Et puis, aujourd'hui, enfin, voilà, je pense qu'on a l'intelligence artificielle qui est très qualitative. Vraiment, enfin, on peut faire des posts de qualité si on arrive bien si on a bien compris comment fonctionnait notamment ChatGPT, etc. Par contre, ce que l'intelligence artificielle peut pas faire, c'est incarner nos valeurs, communiquer comme on le fait, etc. Et il y a des gens qui ont un petit peu peur de cette émergence-là. Moi, pas du tout. Je me dis, mais au contraire, en fait, on va vers plus d'authenticité encore, parce que finalement, ces contenus tout lisses, etc. Moi, je m'en sers pour des choses un petit peu bateau, ça me fait gagner vachement de temps. Des fois, c'est par exemple, je voudrais envoyer un mail, je sais pas comment le tourner. Enfin, voilà, vraiment pour le coup, je trouve Ah ça oui, ça vraiment fait gagner du temps, ouais. mais complètement. Même des fois sur le brainstorming, etc. Mais par contre, qui je suis, personne d'autre peut l'incarner. Donc finalement, Mmh. je te rejoins. Enfin, ce qu'on est nous, c'est vraiment la force de notre entreprise, quoi. C'est vraiment, pour moi, tu vois, moi j'avais même pensé des fois à faire des comptes un peu différents sur Instagram, sur des sujets, par exemple, un compte pour mon organisme de formation, un autre. Et en fait, je me suis dit, mais non, enfin, le dénominateur commun, c'est moi qui incarne tout ça. Si les gens, Mmh. ils ont personne à qui s'attacher, en fait, ils s'en fichent de ton compte, clairement. Enfin, et ça, pour moi, c'est Sauf si tu es une super énorme marque connue mondialement, auquel cas, du coup, là, il y a un attachement à la marque, mais on n'en est pas encore là quand on est au démarrage de l'activité. ça. Donc, si c'est un objectif à atteindre, c'est tout ce qu'on souhaite, mais au début, faut incarner soi-même, je pense, sa marque, sauf si c'est du produit, mais là, je pense que c'est un peu différent en termes de Oui, stratégie de com. oui, oui, Et encore, je complètement. trouve que c'est toujours intéressant de voir qui est derrière le produit aussi, finalement. Alors, moi, je suis hyper curieuse et j'adore savoir, quand j'achète quelque chose, j'aime bien savoir qui est derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écouter les podcasts d'entrepreneurs, etc. J'aime beaucoup les parcours comme ça parce que, je sais pas, ça vient humaniser des fois des grosses boîtes où on se dit, oh là là, c'est vraiment.
moi, je peux avoir des a priori, hein, des fois sur les grosses entreprises, le management, etc. Et en fait, quand on rentre dans les coulisses et qu'on voit, parfois, pas toujours, mais en tout cas, parfois dans les entreprises, comment voilà, la bienveillance est prise en compte, la prise en compte aussi des parents aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure du salariat des parents, c'est toujours un peu Mhm. plus compliqué. Bah, en fait, je me dis, ouais, ça donne envie d'aller acheter chez eux. Et ce qui donne envie d'acheter, c'est pas tant le produit, bien sûr, il faut qu'il soit qualitatif, mais c'est plus parce que bah, ça vient incarner des valeurs que j'ai. Et pour moi, c'est hyper important. Ouais. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, à l'authenticité finalement, et que je trouve aussi qu'on tend vers ça. Et pour le coup, oui, comme tu le disais, bon là on part sur un autre sujet, mais l'intelligence artificielle va certainement remplacer plein de métiers, ça c'est sûr, mais ne remplacera jamais l'humain parce que c'est une intelligence artificielle, un robot, ce n'est pas un humain. Donc ouais, je te rejoins vachement là-dessus. Et tout à l'heure, tu nous parlais du coup du fait que tu étais multipassionné, que tu envisageais de donner un tournant à ton activité, de rajouter des cordes à ton arc, voire de changer complètement. Du coup, c'est quoi là les projets pour toi? Alors ça fait aussi justement partie de ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir changer. Par contre, tu vois, l'écueil dans lequel je tombe très souvent, c'est de me disperser parce que j'aime tellement de choses. Tout est tellement possible que moi, j'ai quand même besoin et c'est aussi pour ça que j'ai fait une formation d'entrepreneuriat et que je suis toujours dans cette communauté. Alors on n'a pas parlé, mais c'est Boost ton Biz avec Margot, qui Oui. n'est parce que et je me suis aussi fait accompagner par, Margot de la leader aussi, parce que Ok. moi, je m'éparpille dans tous les Qui est sens. venue sur le podcast aussi, Margot, J'ai vu de la ça. leader. J'ai suivi ça pendant 3 mois, son accompagnement. Et moi, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est un autre regard et ça me permet aussi de me recentrer. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de ça. Et je suis encore à peine assez autodisciplinée sur ça. J'ai envie de tout faire en même temps. Alors qu'en fait, j'ai bien compris que je pouvais tout faire, mais pas en même temps. Juste chaque chose en son temps. Donc là, voilà, là, c'est vrai que j'ai envie de plus partager, en parler d'authenticité, de plus incarner. J'ai un blog qui s'appelle Maman Pluriel et sur lequel j'ai envie de partager et vraiment que ce soit ma marque personnelle. C'est-à-dire que autant j'ai envie de partager sur l'éducation, autant j'ai envie de partager sur la vie de famille, sur des tests que je peux faire, etc. En fait, j'ai envie de faire ce que j'ai jamais osé faire il y a, encore une fois, 10, 15 ans, peut-être même plus, le début des blogs, c'est-à-dire les blogs lifestyle, etc., que je lisais énormément. À l'époque, c'était que ça, hein, quasiment. Mm. Et je pense qu'on est en train de revenir à quelque chose d'authentique et j'ai envie de me lancer dans un truc qui, au départ, me faisait peur et me faisait dire mais non, mais t'es pas légitime pour faire ça, t'es pas influenceuse. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire, je veux pas être influenceuse. Je veux créer du contenu, je veux partager de qui je suis, etc. Donc voilà, pour moi, en fait, tout est compatible, hein, puisque ma vie de formatrice, elle est intégrée aussi à tout ça. Je suis en train de tout décloisonner et plutôt que d'avoir 15 000 projets, de tout réunir en fait au même endroit, que ce soit de la passion, que ce soit le professionnel, peu importe en fait, c'est ce que je suis. Trop bien. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui auraient envie de se reconvertir, notamment dans l'entrepreneuriat, mais pas que, puisque les reconversions, ça peut être dans plein de statuts différents, mais là, on a beaucoup parlé entrepreneuriat. Donc, quels seraient les conseils de Séverine pour les personnes qui envisagent de se lancer? Moi, ce que je conseille quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou se reconvertir, c'est de se faire accompagner. Pour moi, c'est vraiment la base en fait. Parce que je dis pas qu'on peut pas réussir tout seul, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et si on peut éviter de faire certaines erreurs, c'est toujours bon à prendre. Donc moi, vraiment, je conseille de se faire accompagner. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des exemples de personnes qui entreprennent, etc., et qui sont légitimes et qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup de plus-value. Et c'est vrai que pour avoir testé les deux, avoir commencé sans me faire accompagner et ensuite après, moi j'ai vu une énorme différence. Vraiment, j'ai Mhm. vu une grosse différence. Donc voilà, c'est le premier conseil. Et puis aussi de beaucoup réseauter, quoi. C'est vraiment à la fois sur de l'informel, mais aussi sur du formel, de pas voilà, d'aller même à des événements physiques aussi. Même si on a tendance à être chez soi, etc. Je trouve que les rencontres physiques, elles sont aussi intéressantes. Et pour faire tourner un business, je trouve que oui, effectivement, il faut vraiment beaucoup, beaucoup réseauter et pas toujours dans une démarche commerciale, en fait. Mhm. Même rarement au final, puisque ça va se transformer souvent en démarche en commerciale, mais au départ, c'est vraiment de créer du lien et parfois sur un petit groupe, bah, chacun se fait travailler, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin d'une compétence, il le demande à une personne, mais cette même personne a besoin d'une autre compétence qui demande à cette personne. Et en fait, je trouve que c'est comme ça que ça se construit. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et on en parle moins vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat digital
où finalement il y a beaucoup, on prône beaucoup tu peux être tout seul et générer de l'argent, et voyager avec, le digital nomade notamment. On a reçu aussi sur le podcast une personne qui s'est lancée dans cette voie-là. Mais finalement, le réseautage, c'est pour moi la base parce que, enfin, je le disais tout à l'heure, si on n'a pas de réseau, on peut crier très très fort, personne nous entendra. Donc on peut crier super fort de la compétence qu'on a, la passion qu'on a pour notre activité. S'il y a personne pour nous écouter, il se passe rien derrière. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est super que tu mettes ça sur le tapis, même quand on fait de l'entrepreneuriat digital, d'aller rencontrer des gens en présentiel. C'est un accélérateur en tout cas. Moi, je sais que je le fais pas assez et que le peu de fois où je le fais, je vois l'énergie dans laquelle ça me met, je vois les retombées que ça peut avoir. C'est clairement un accélérateur et du coup, c'est un petit reminder à moi-même il faut le faire plus souvent. Et Du coup, pour vous puis, aussi. je trouve que la confiance, elle est plus facile quand on est en face à face. On a de l'intuition. Enfin, en tout cas, moi, je me fie On aussi si je suis à ressent, ouais. l'aise ou pas. Voilà. Derrière un mail, d'ailleurs, moi, quand j'ai des mails de prospection qui m'arrivent, je réponds même plus, en fait, sauf si vraiment la personne, elle a construit des choses. Mais en tout cas, c'est tellement commun maintenant de recevoir des informations digitales que je trouve qu'il y a plus d'âme, en fait, dans tout ça, à moins d'être créatif, hein. Il y a sûrement des personnes qui y arrivent quand même, mais le physique, je sais pas, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, voilà, on a le ressenti et ça fait du bien de refaire ça aussi, de se Ouais. retrouver dans l'humain, dans le partage et de se faire confiance. Moi, je trouve que sur le terrain, c'est plus facile de se faire confiance que ou alors faut appartenir à une communauté et auquel cas il y a déjà une première marge de Ouais. confiance aussi qui est aussi intéressante. Mais en tout cas, faut pas rester seul, ça c'est sûr. Trop bien, merci pour tes conseils. J'ai une dernière question pour toi avant de terminer ce podcast. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde et pourquoi? Oui, alors non seulement elle est accessible, mais je commence à être convaincue qu'elle est presque maintenant banale. C'est-à-dire qu'en fait, je te disais tout à l'heure, il y a 20 ans, je me posais même pas la question, mais parce que personne vraiment se l'a posé. Mais aujourd'hui, faire carrière que dans une entreprise, enfin, c'est des choses qui, je pense, tendent un peu, alors je sais pas, je vais pas dire disparaître, mais en tout cas à devenir un peu marginales parce qu'on n'a qu'une vie. Je pense qu'on en prend conscience de plus en plus et que finalement, si on peut faire ce qui nous anime, des fois c'est le même métier, mais juste changer de boîte, oser demander plus de salaire. Enfin, vraiment, c'est de se dire, oui, enfin, la reconversion professionnelle, pour moi, elle est accessible à tous et elle peut même être nécessaire. Et ce que j'ai remarqué souvent, en tout cas, c'est mon cas, mais en même temps, toi, tu le sais mieux que moi parce que tu t'interviews des personnes sur ce sujet, mais il y a un événement qui fait prendre conscience de ça. Moi, ça a été la maternité et c'était inattendu. Vraiment, j'avais pas du tout prévu que ça change complètement, ça bouleverse complètement cette stabilité-là, entre guillemets. Mais des fois, ça peut être voilà, un burn-out, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose, Il y a souvent, un il y a un événement aussi déclic. collectif qui a beaucoup aidé pour en tout cas la prise de conscience de ramener du bien-être, de l'équilibre, c'est le Covid, hein, qui a énormément, Exactement. énormément ramené de questionnements en tout cas au sein de tous les corps de métier, tous les statuts, tous les âges. Vraiment, tout le monde a commencé à une grosse prise de conscience collective à ce niveau-là. Moi, Et, je vois bien les répercussions que ça a eu depuis, hein. et puis aussi, du coup, je trouve, ça a ouvert malgré tout des métiers qu'on pensait pas pouvoir faire à distance. Je pense notamment Ouais. des fois à des accompagnements, des choses comme ça. On met toujours en avant que le fait d'être en face à face, c'est mieux, etc. Mais en fait, moi, j'ai eu des psys qui ont dit, en fait, force est de constater qu'on a pu accompagner des personnes à distance et qui continuent la téléconsultation, par exemple. Sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais juste ça fonctionne avec certaines personnes et en fait ce côté aussi digital, ça, je trouve que ça s'est beaucoup développé parce qu'on a pu faire plein de choses à distance. Moi j'ai pu travailler aussi quand j'étais éducatrice à distance comme je pouvais, hein, pas avec les adolescents directs, mais il y avait plein de choses que je pouvais faire à distance et qu'on a gardé, par exemple des réunions, le télétravail, etc. Il y a des entreprises qui ont gardé des fonctionnements comme ça et je trouve que ça a pu aussi Ouais, ça a amener, démocratisé aussi le télétravail, ouais, c'est sûr. complètement. Mais vraiment, oui, pour moi, la reconversion professionnelle, souvent, elle démarre d'une prise de conscience. Des fois, c'est une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en tout Il y a cas, un oui, déclic, un déclencheur, quoi. ouais, je trouve qu'il y a un déclic et ça fait peur souvent, mais en fait, il se passe rien de grave parce que vraiment, moi, j'aime bien penser au pire pour me rassurer. C'est très bizarre, mais je me dis au pire, qu'est-ce qui va m'arriver au pire? En fait,
je suis diplômée, je suis éducatrice. Enfin, demain, si je veux aller chercher, si je veux du travail, j'en aurai en fait. Au pire, je refais ce que je faisais avant et j'aimais bien. Bah voilà, c'est pas très compliqué. Moi, je pense que des fois, ça fait du bien de penser au pire parce que le pire, il est pas si grave en Ouais. fait dans le monde du travail. Ça C'est permet de pas, enfin, dédramatiser. complètement. Et ça reste un travail, quoi. Enfin, vraiment, moi, le travail vient servir ma vie personnelle, ma vie de famille, etc. Mais c'est pas l'inverse, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça reste un travail. Et s'il faut faire autrement, si demain il faut que je retourne travailler, ça, voilà, je le ferai sans problème. Donc je pense que pour les personnes qui veulent se reconvertir, c'est vraiment de se dire qu'il faut dédramatiser, se faire accompagner, parce que ça aide aussi à dédramatiser. Et puis Ouais. de se dire, bah, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Bah, au pire, on revient Au pire, je reviens à là, la situation initiale. exactement. Donc il n'y a rien Mais de en dramatique. ayant appris plein de choses. Donc En finalement, plus, on revient pas à la situation initiale totalement. complètement. Ben, merci beaucoup, Séverine. En tout cas, merci. C'est hyper inspirant, ton parcours et comment toi tu as vu les choses. Donc j'espère que ça va pouvoir aider les personnes qui vont nous écouter. Et Bah, merci merci. pour ton temps. Merci à toi, Emma. Alors c'est vrai que du coup, chacun a ses parcours différents, mais le fait que j'ai travaillé longtemps avant, etc., c'est assez. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat et je le comprends tellement. Mais c'est aussi intéressant de voir comment l'entrepreneuriat, il n'est pas réservé à entre 20 et 30 ans, quoi. On peut à tout moment, moi j'ai 40 ans, mais on peut avoir 50, on peut avoir 50, on peut avoir 60 Il n'y ans. a pas En d'âge. fait, il n'y a pas d'âge et c'est vraiment un outil qui est intéressant. Donc voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, merci à toi, Emma, pour ton accueil sur le podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup encore. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!